Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 29 septembre et nous sommes en direct comme tous les soirs. Et comme tous les soirs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV ou sur le hashtag 60MPC sur Twitter. Toutes vos réactions et questions permettront d'alimenter notre discussion. Ce soir, vous le savez, comme tous les soirs, nous invitons des observateurs nationaux, internationaux pour commenter l'actualité nationale et internationale. Et les experts et observateurs qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Samira Bikarden, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc, de Rabat. Vous êtes présidente de l'association ici à Rabat. Merci d'être avec nous. Et Hicham Hudaifa, vous êtes journaliste et auteur de Dos de femmes, dos de mulet, un livre d'enquête au titre plus que explicite sur la précarité des femmes au Maroc. On va y revenir tout à l'heure. Jean Zaganiris. Bonjour. Vous êtes, alors, attendez que je lise, vous êtes enseignant-chercheur en sociologie à l'école de gouvernance et d'économie de Rabat. Vous menez notamment des travaux de recherche qui portent actuellement sur la place des genres au sein de la littérature marocaine. Vous nous avez d'ailleurs amené des bouquins que vous avez commis, et sur la question de la vulnérabilité des corps dans les productions. Vaste programme, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Plus de la moitié des Marocains sont des marocaines. Et une simple et naïve extrapolation statistique pourrait laisser à penser que la représentativité devrait être de mise dans tous les compartiments de la société, travail, éducation, égalité devant la loi. Eh bien, non. À la veille de l'examen demain aux Nations Unies à Genève du 4e rapport sur les droits économiques et sociaux de la femme au Maroc, quelle est la situation? Quelle perspective? Droits des femmes, un bilan en demi-teinte, c'est le nom de l'émission de ce soir. Discrimination, harcèlement sexuel en milieu de travail, analphabétisme ou encore mariage des mineurs. Malgré les réformes juridiques et sociales qui ont permis des avancées quant à la participation des femmes au développement, leur effectivité demeure insuffisante et le chemin vers la parité encore long. Du point de vue de la parité dans le milieu économique, le Maroc serait en train de régresser selon un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental. Le taux d'activité des femmes est passé de 28% en 2000 à 25% en 2013, soit 3 fois moins que celui des hommes. Parallèlement, le nombre de femmes au foyer a lui très rapidement augmenté, passant de 6 millions à 7,3 millions sur la même période. Ainsi, 6 femmes sur 10 en âge d'être actives sont considérées comme femmes au foyer sans activité économique reconnue. Cette série de constats plus préoccupants les uns que les autres place le Maroc dans une situation délicate sur le plan mondial. Tous les indicateurs liés à la parité placent le royaume parmi les plus mauvais élèves de la planète. Sur la question de l'écart de genre, le Maroc occupait en 2014 le 133e rang sur 142 pays, alors qu'il était classé 129e en 2013 et 127e en 2010. Plusieurs observateurs convergent sur le constat que les femmes restent concentrées dans des activités peu valorisantes sur le marché du travail. Elles sont victimes de discrimination salariale et celles qui ont reçu une éducation sont plus exposées au chômage. Les entreprises privées respectent très faiblement les engagements contenus dans le Code du travail. La fonction publique au niveau du leadership reste très peu féminisée et l'accès des femmes aux postes de décision très limité. Par ailleurs, les aides familiales, les domestiques de maison et des femmes travaillant dans les secteurs traditionnels ne bénéficient de protection ni sociale ni médicale. Pour ce qui est de l'accès à l'enseignement, la scolarisation de la fille en milieu rural est contrecarrée par des valeurs et des représentations sociales qui empêchent parfois leur accès à l'espace public. Résultat, une femme sur 2 ne sait ni lire ni écrire. Si le principe d'égalité a besoin de lois, leur existence ne suffit pas à en garantir l'effectivité. En dépit des progrès de ces 10 dernières années, plusieurs obstacles se dressent encore devant la consolidation de la parité homme-femme dans la société et au travail en particulier. Bien, avant que je reçoive des réactions sur Twitter et sur Facebook sur le manque de parité sur ce plateau, cette 2 hommes et une femme, je vous demanderai donc, messieurs, de faire sortir votre part de féminité la plus profonde, mais tout simplement pour encore une fois vous dire que cette émission est faite au jour le jour, en direct, et que nous n'avons pas eu de refus d'autres femmes d'être là sur le plateau, mais bon, en raison de l'indisponibilité, nous n'avons pas pu compléter le tour de table avec une femme en face de vous.
Avant que nous fassions l'état des lieux, qui a bien été retranscrit par ce sujet, il y a quand même quelque chose qui est très parlant. On est au lendemain des élections régionales et communales. Quelle vision et quelle lecture avez-vous de la parité homme-femme au lendemain de ces élections ? Au lendemain des élections, donc alors qu'il y a eu quelques amendements sur les lois régissant la question des élections au niveau communal, les portant à 27%, donc de 12% à 27%, et au 1/3 pour les régionales, nous constatons avec amertume qu'il n'y a pas eu une forte progression. Donc, les premiers résultats dont nous disposons, nous n'avons aucune femme présidente de région. Sur les 200 mairies, il n'y a aucune femme qui a été élue maire. Il y avait une femme, elle est partie. Oui, elle est partie justement, donc il y a une régression à ce niveau. Par rapport au communal, on n'a aucune information. Donc il faut dire qu'il y a un problème d'accès à l'information énorme. Donc jusqu'à présent, nous n'avons aucun résultat concernant les communales, bien que les élections se sont passées le 4 septembre. Donc bon, il y a des rumeurs que nous entendons, c'est que même le pourcentage de 27% n'a pas été atteint en raison de la non-représentativité des femmes au niveau de tous les partis politiques. Donc là, ça reste à vérifier. Jusqu'à présent, le ministère de l'Intérieur n'a donné aucune statistique à ce niveau. Jean Zaganiris. Juste par rapport à ce point, parce que c'est vrai qu'on est au lendemain on a beaucoup parlé de la représentativité des femmes d'un point de vue politique et des efforts qui ont été faits avec des listes de femmes. Il y a une limite à mettre en place des processus, des lois, des règlements sortis, résultat, finalement ça porte pas ses fruits. Oui, parce qu'il y a une différence entre justement la normativité, les règles qu'il faudrait suivre et les usages sociaux qu'on fait du droit. Et là, il faut voir justement toute la symbolique du champ politique. Et d'ailleurs, c'est pas propre au Maroc. Le champ politique, de toute façon, est un bastion masculin, patriarcal. Toute l'histoire, je pense, du champ politique marocain est marquée par ça. C'est pas un hasard si ce sont deux femmes, Latifa Atrabash et Nargis Rekhey, qui ont écrit un très beau livre en 92 chez le Fennec qui s'appelle Femmes et politique et qui montre justement certains parcours de femmes qui restent de l'exceptionnalité dans le champ politique masculin. C'est comme s'il y avait quelque chose admis sur le mode de l'allant de soi. Le politique, c'est pour les hommes, pour la masculinité, et l'associatif, par exemple, serait pour les femmes, la féminité. Et c'est là où on a beau avoir un bel arsenal juridique, avoir la Constitution qui rappelle encore les logiques d'égalité, les usages sociaux du droit ne sont pas qu'une affaire, je dirais, de normes à mettre en place. C'est une affaire, justement, d'histoire incorporée dans les corps. Et l'histoire est très, très patriarcale dans le champ politique, de manière générale, pas qu'au Maroc. J'abonderai dans le même sens. Je dirais que, voilà, on a, c'est vrai, une représentativité des femmes qui est faible en politique, que la loi est importante et il faut qu'elle soit de plus en plus égalitaire, cette loi, parce qu'elle ne l'est pas, que ce soit dans le code de la famille, elle ne l'est pas dans le code pénal, elle ne l'est pas dans les représentativités qu'on a de la femme dans les manuels scolaires, elle ne l'est pas dans le vécu des femmes, que ce soit dans la rue, que ce soit dans l'entreprise. Et donc, on peut pas avoir cet îlot-là, alors que le reste est totalement ne marche pas. Alors on reviendra finalement à la question de l'impuissance de la loi finalement et des règlements pour faire passer au forceps une parité. On y reviendra. J'aimerais juste revenir au cœur du sujet et ce qu'on a vu dans le reportage, faire un état des lieux. Vous avez Samira Bikarn, demain il y a donc, comme je l'ai dit en préambule, un examen aux Nations Unies demain à Genève du 4e rapport sur les droits économiques et sociaux. Ce rapport, est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes? On a intitulé cette émission un bilan en demi-teinte. Est-ce que c'est vraiment un bilan en demi-teinte? Alors, effectivement, demain, le 30 septembre et le 1er octobre, il y aura l'examen du rapport périodique du gouvernement marocain. Ça sera le 4e concernant la mise en œuvre des dispositions du pacte international d'ESC, des droits économiques, sociaux et culturels. Bien évidemment, ce rapport a été élaboré dans une démarche loin d'être nommée
participative, donc il n'y avait pas l'accès ou la participation de la société civile dans l'élaboration de ce rapport périodique, mais bien évidemment reste la possibilité pour les associations, pour la société civile de faire leur propre rapport qui s'appellent des rapports parallèles au rapport gouvernemental et bien sûr qui portent leur vision par rapport à la mise en œuvre de ces engagements du Maroc, notamment relatifs au PIDESC. Bon, ce rapport sera examiné par le comité DESC, donc au Conseil des droits de l'homme à Genève, et en parallèle, les associations et donc les ONG et réseaux d'ONG 32 associations et réseaux qui ont élaboré ce rapport périodique, ce rapport parallèle vont le présenter à Rabat pour justement dire leur positionnement par rapport aux avancées, par rapport aux problématiques et également faire part de leurs recommandations pour améliorer la situation des droits des femmes. Bien évidemment... J'aimerais juste voir, parce que, bon, vous parlez de 32 associations, la société civile, oui, on la sent extrêmement active, 32 associations c'est beaucoup, mais quand je vois les chiffres qui sont publiés par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, on est 133e sur 142 pays en 2014 en matière du droit des femmes, on est 135e en termes de participation économique de la femme. Lorsqu'on voit ces chiffres-là, est-ce qu'on se dit que la société civile bouge, mais oui, c'est quoi? C'est un paravent? C'est une illusion d'optique? Parce que la société civile n'a pas fonction de pallier aux insuffisances de l'État. La société civile est là pour faire un travail de terrain, pour faire un diagnostic, un plaidoyer. Aujourd'hui au Maroc, on est en train de faire vouloir assumer à la société civile ce qu'elle n'a pas à assumer. Quand on a des régions, de larges régions du Maroc, au Moyen Atlas, dans les montagnes du Haut Atlas, où il y a absence totale d'infrastructures, c'est pas la société civile qui va pallier à ça. Quand on a des écoles primaires où il n'y a pas de sanitaire, et c'est pour ça que les parents n'envoient pas leur fils, c'est pas la société civile qui va pallier ça. Donc il y a vraiment des insuffisances d'ordre structurel, et la société civile fait un travail magnifique pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire que voilà, ça marche pas, c'est pas comme ça, ça peut pas marcher comme ça, et d'où ce classement qui est plus de l'ordre de la performance d'un État que du travail de la société civile. Alors, j'ai deux tweets qui vont dans ce sens-là. Je vais vous faire réagir dessus. Vous le savez, vous êtes en direct. Continuez à nous envoyer vos réactions. On a un tweet qui nous dit « Je pense que la question des droits des femmes au Maroc n'est pas plus liée à la politique qu'elle ne l'est à la culture. » Et j'en ai un autre, je vous lis un autre. C'est « Faut-il une décision politique claire et nette pour rendre hommage aux femmes marocaines ?» Alors, est-ce que ce mot « hommage », est-ce qu'il vous gêne pas? Dans le sens où est-ce qu'il faut rendre hommage à la femme marocaine, ou est-ce qu'il faut lui donner ses droits, tout simplement, Jean Zaganiaris? Où on peut, alors moi je m'amuserais de manière peut-être un peu triviale à inverser la chose, ou bien tout simplement déconstruire quelque chose qui, là encore, est admis sur le mode de l'allant de soi, le privilège de la masculinité. À un moment, vous avez dit quelque chose de très juste. Moi, je suis très à l'aise avec ça, ce que vous avez dit dans l'émission, qu'à un moment, messieurs, faites ressortir un peu votre féminité. Il y a une différence entre justement être un homme, une femme et avoir quelque chose de masculin et de féminin. Le masculin et le féminin s'inscrivent dans les logiques qu'on appelle des gender studies. J'ai bien réfléchi avant de dire ça. Hein. Oui, mais ça se voit. mais ça se voit et justement je rebondis sur votre excellent propos. Et qu'il y a un moment, voilà, un moment en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces rapports sociaux avec les autres, dans le monde professionnel, dans le milieu familial, et renoncer à son privilège, au privilège de la masculinité. Pour être, alors peut-être pas forcément dans des logiques, voilà, misérabilistes, non, c'est simplement renoncer au privilège de la masculinité qui existe dans une société patriarcale. Et ce privilège de la masculinité est admis dans les structures sociales, est admis dans des statistiques. Au moment, peut-être on y viendra après, beaucoup de postes de responsabilité dans des entreprises, y compris dans le cadre de la globalisation, sont détenus par des hommes. Et quand à un moment, effectivement, des femmes sont aussi dans les sphères du pouvoir, il y a des attitudes très très masculines, très très violentes,
dans certains modes de management très autoritaires, très violents, parce qu'on s'inscrit justement dans quelque chose qui est dans les structures et qui est le privilège de la masculinité, avec toute cette symbolique autour de la dureté, parfois. Alors, est-ce que sans être dans la logique inverse, on va rendre hommage aux femmes, et parfois de manière très hypocrite, très condescendante, très misérabiliste, j'allais dire justement... Ça, je vous ai posé la question sur le terme hommage. Non, mais c'est... Ouais, pardon. Les mots sont importants. Je veux dire. Moi, je pense que c'est une question de droit. Et quand on a fait du terrain, quand on a un peu parcouru le Maroc, le milieu rural, les petites villes, les périphéries des grandes villes... Vous nous en parlez tout à l'heure, parce que dans votre livre, justement, vous êtes à Mibladin, Krasounet, Berken, les sans-papiers de l'Atlas, Casa, vous avez fait vraiment le tour. On en discutera tout à l'heure dans votre bouquin, parce que c'est pas un roman, hein, c'est vraiment un vrai travail d'investigation. La précarité y est féminine est terrible. C'est une question de droit. Quand on a des petites filles qui sont privées de leur droit à aller à l'école, c'est des candidates ou à la mendicité ou à devenir des petites bonnes, ou à la prostitution. Donc on est là devant un problème de droit et il faut arrêter de parler d'hommage. Ce n'est pas une question d'hommage. On peut parler d'hommage aux États-Unis, en France, dans des pays où les droits des femmes, et déjà même dans ces pays-là, c'est jamais acquis à 100%, mais au Maroc, on est vraiment au point zéro de droit. Là, on est en train de militer pour des choses c'est au fait des droits humains, c'est pas des droits, c'est pas du féminisme, c'est du droit d'hommisme. Je reviens encore une dernière fois sur ce mot hommage. Il y a aucune, j'imagine dans ce tweet, c'est venu très spontanément avec beaucoup de bonne foi, j'imagine, mais c'est pas justement une infantilisation, vous le prenez pas comme ça? Bon, on a tellement répété des choses comme ça que c'est devenu banal. Donc, je reviendrai un petit peu sur la question. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hicham. Donc, il ne s'agit pas d'hommage, mais de droit, mais également d'effectivité de ces droits et de la jouissance des droits. Donc, c'est stipulé maintenant par la Constitution. Il y a 18 articles au niveau de la Constitution qui stipule la question de l'égalité et prohibe la discrimination. Le Maroc a plein d'engagements dans ce sens. D'ailleurs, par rapport à la question de la société civile, au niveau des associations de mouvement des droits des femmes, c'est la première fois que nous avons élaboré un rapport parallèle sur les desks. D'habitude, nous élaborons un rapport parallèle sur la mise en œuvre de la convention CEDAW, qui est celle de l'élimination, la convention d'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, à l'égard des femmes. Donc maintenant, justement, nous avons été interpellés par ce qui se passe, par cette régression du taux d'activité féminine inadmissible. Je le rappelle, il est passé de 27,9% en 2000 à 24,7% en 2002. C'est le taux de travail des femmes, c'est-à-dire que la proportion des femmes qui travaillent. C'est l'un des plus faibles au niveau de la région, donc ça nous a alarmés. Et on a la ventilation entre urbain et rural. Oui. Et au niveau rural, c'est encore pire. Oui. Plutôt urbain, au niveau urbain, c'est encore pire. Donc c'est même pas 18%. Les dernières statistiques. Donc, dans les villes, les femmes travaillent moins. Parce que dans le milieu rural, ils travaillent essentiellement au niveau de l'agriculture, etc. Donc justement, c'est ce qui nous a amené à travailler sur la question des desks et dire que les droits, ça passe aussi par les desks, donc pas uniquement... Les droits économiques et socio-culturels. Exactement, donc pas uniquement ce qui est civil et politique, mais les desks, c'est un des piliers majeurs pour changer la société. Et donc, à travers ce rapport, nous interpellons le gouvernement marocain et nous attirons l'attention du comité desk sur la gravité de la chose au niveau des droits des femmes. Est-ce qu'on en est encore à la phase de diagnostic? C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, il y a une prise de conscience, on en parle, on est là pour en parler, on met le doigt sur des choses sur lesquelles on ne mettait pas le doigt il y a à peine 15 ans, allez, on est d'accord là-dessus. On en est encore à la phase de diagnostic. Est-ce que toutes ces lois qui sont mises en place, toutes pour des avancées en termes de parité, est-ce qu'elles suffisent aujourd'hui ou il y a un changement en profondeur qu'il faut faire bouger au niveau de la société?
Jean Zaganiri. Bah écoutez, il y a une très belle phrase de Bourdieu dans La domination masculine qui dit, en fait, c'est pas simplement pour lutter contre justement le patriarcat, pour lutter contre ces formes de violence symbolique, c'est pas simplement une prise de conscience qu'il suffit. Je pense que la prise de conscience, on l'a aujourd'hui. Il y a tout un tas de rapports, c'est-à-dire du consulting, j'allais dire, ça devient presque parfois même un business, tout ça. Enfin, il y a des rapports, des chiffres, on connaît, il y a de très bonnes thèses, voilà, pour même parler du milieu de la recherche, de très bonnes thèses, de très bons bouquins. Je pense au livre de Leila Bouastria sur les femmes ouvrières à Casablanca. Enfin, Vous en faites des thèses aussi. Il y a des travaux, voilà, moi j'en encadre aussi à l'école doctorale de Henshaw. Il y a une école doctorale, c'est genre, culture et société. Il y a de très belles thèses qui se produisent, donc on connaît. Et Bourdieu dit, c'est pas simplement une prise de conscience qu'il faut pour lutter contre la domination masculine, c'est un bouleversement, une reconfiguration des structures sociales. En fait, cet univers masculin qui est parfois admis sur le mode de l'allant de soi, il l'est justement parce qu'on a incorporé tout un tas de structures sur le mode de l'allant de soi et on les reproduit sur le mode de l'évidence dans nos pratiques de tous les jours. C'est ça qu'il faudrait remettre en cause. C'est pas ça. On a conscience justement de ces chiffres. Peut-être qu'à un moment remettre en cause justement à travers des actes tous les dégâts néolibéraux qui sont faits au niveau de l'emploi. Et là, interpeller justement les entreprises sur la responsabilité sociétale, inscrire des budgets genre par exemple dans le monde rural. Il y a eu des thèses et travaux là-dessus. À un moment, interpellons, voilà, concrètement les élus, non pas sur ce qu'il faudrait faire, mais sur ce qu'ils ont fait, et à un moment dans la com institutionnelle qui est rendu compte, et ben voilà, montrer ce que vous avez fait, comment vous avez budgétisé dans le monde rural par genre, parfois l'argent il est là, mais on gâche justement dans la mise en œuvre, pour tout un tas de raisons. Là je parle sous le contrôle de Hicham Oudaïfa, donc effectivement le livre est excellent, mais à un moment il y a parfois de l'argent, mais est-ce qu'on a des gens suffisamment formés et à un moment des ressources humaines pour mettre en œuvre justement cet argent-là? Et une fois qu'il est mis en œuvre, voilà, rendez des comptes publiquement aux administrés, justement, qui en ont le plus besoin et aux personnes les plus vulnérables. Alors, c'est une question qui va peut-être être choquante. Est-ce que c'est aux femmes de défendre le droit des femmes ou aux hommes de défendre le droit des femmes? Dans ces 32 associations, ce sont essentiellement le fait de femmes, où vous arrivez à mobiliser des hommes qui viennent justement pour aider à rétablir l'équilibre. Bon, je pense que la défense des droits des femmes est le fait de tous, donc femmes et hommes. Mais concrètement, aujourd'hui, c'est-à-dire, si vous avez par exemple la liste des associations qui ont collaboré, qui ont élaboré ce rapport, donc on y trouve un peu de tout. Donc d'ailleurs, ce sont des associations, pas uniquement de défense des droits des femmes, mais des associations de développement, des associations qui travaillent sur le champ de la santé, d'handicap, etc. Donc pour élaborer justement et toucher à toutes les questions relatives au desk, il va falloir élargir au plus le champ de travail des associations, parce que nous avons besoin de statistiques, nous avons besoin de témoignages que reçoivent ces associations et ces réseaux. Par rapport à la question que vous avez posée, moi je dirais que c'est est-ce qu'il y a diagnostic oui. Donc je dirais qu'on a suffisamment diagnostiqué la situation et l'état des lieux. Donc il y a d'ailleurs donc les institutions constitutionnelles qui ont fait un travail extraordinaire. Le Conseil économique et social et environnemental qui a donné son avis en 2012 sur l'égalité, qui a fait en 2014 un très bon rapport sur la question des droits des femmes, des droits socio-économiques des femmes, qui a été publié en 2014. Le CNDH qui a fait également un très bon travail sur la question des droits des femmes. Mais où est la volonté politique justement pour mettre en œuvre ces recommandations? Donc la volonté politique pour mettre de la main à la pâte, pour justement mettre les moyens conséquents, la question de la budgétisation sensible au genre qui reste depuis 2006, qui n'avance pas, la LOLF qui ne voit pas le jour, les lois qui restent donc dans plusieurs dispositions restent discriminatoires. Comment peut-on prétendre à la parité alors que nous avons des lois qui considèrent les femmes... Concrètement, alors vraiment, juste pour qu'on mette le doigt sur vraiment là où le bas blesse. Il y a la Moudawana. Oui. Aujourd'hui, qui a été modifié en 2004, on est bien d'accord. Qui a été modifié en 2004, mais 11 ans après, il reste encore discriminatoire. Quand on a 34-35 000 mariages de mineurs qui représentent entre 11 et 12% de mariages conclus par des juges, en 2013,
c'est problématique. Parce qu'on rappelle encore une fois que le mariage d'une mineure, ou d'un mineur, hein, ça concerne aussi bien la fille que le garçon, oui, mais c'est essentiellement la fille, est soumis, c'est une exception, et c'est soumis à la prestation, à la décision du juge. Ce n'est pas le cas. Au vu des chiffres, et c'est des chiffres officiels du ministère de la Justice, je ne parle pas de ce Maroc oublié, où il y a des dizaines de milliers de mariages coutumiers qui sont prononcés, c'est Fatiha, qui sont à la coutumière, dans les villages dont on ignorait encore le nom il y a 5-6 ans, comme Anfgou, comme Tounfit, comme Aït Bhabbas, Alors c'est là ça nous fait une belle transition vers votre livre. Vous avez sillonné tout le Maroc profond, hein, et vous avez constaté ce que vous êtes en train de nous relater. Oui, dans ces régions-là, c'est des régions où c'est des régions pour moi de non-droit. Parce qu'il y a des mariages qui sont de non-droit et qui sont prononcés encore dans ces régions-là, avec des conséquences, mais c'est le Maroc du Moyen-Âge. C'est-à-dire des conséquences, il n'y a pas de livret de famille, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les femmes ne peuvent pas hériter, ils sont totalement à la marge de ce pays. Donc, et ce n'est pas une ou deux personnes, c'est des milliers et des milliers de familles. Et ça nous renvoie, et je reviens à votre question, mais même le diagnostic, quelque part, il est pas encore fait dans ces régions-là. Et donc voilà, je ne parle pas du code pénal, qui est un code pénal totalement où il y a des dispositions à l'intérieur qui sont contre les droits élémentaires des femmes. C'est un code pénal qui... Pas d'avancée dans le cadre de la réforme ? Non, au contraire, il y a une régression de petites avancées, mais bon, notamment en ce qui concerne le harcèlement sexuel, mais beaucoup de régression au niveau des libertés. Il n'y a pas eu une révision. C'est un code pénal qui est fait dans la logique de défendre la moralité d'une société. Il n'est pas fait pour défendre les droits et la dignité des uns et des autres, même des hommes et des femmes. Et encore moins pour défendre des libertés publiques, privées, pardon. Revenons sur le mariage des mineurs, parce que c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'il y a assez de discussions autour de tout ça? Si on voit, des fois il y a des pics dans les médias, puis après ça redescend. Qu'est-ce que, à ce niveau-là, bon, le diagnostic est fait, mais là il y a une proposition de loi de la part d'un parti politique, donc qui est au gouvernement, donc qui a vous pouvez le citer, on n'est plus en campagne. Donc du PJD notamment, qui voulait ramener l'âge de mariage à 16 ans. Et on sait que la majorité des mariages de mineurs se passent entre 16 et 18 ans. Donc en fait, mettre au niveau de l'article 16, au niveau de l'article 20 du Code de la famille, l'âge de mariage comme minimum 16 ans, c'est automatiquement permettre les mariages à 16 ans. C'est-à-dire l'article 19 du Code de la famille, en vertu duquel l'âge du mariage pour les filles et pour les garçons est de 18 ans, ne sera plus pris en considération. Donc, nous connaissons bien la mentalité des magistrats, etc. Aucun accompagnement n'a été fait, justement, parmi les défaillances majeures au niveau de l'application et des problèmes que pose la Moudawana, c'est le fait qu'il n'y avait pas de sensibilisation à côté. Donc, je pense qu'au niveau des régions... a été faite dans les régions où j'ai été, elle a été faite par la société civile, pour ne pas la nommer, par la Fondation Ito, qui faisait des caravanes de sensibilisation. J'ai fait partie de ces caravanes-là, et je peux vous assurer que des années après la promulgation après la Moudawana en 2004, mais des années, je parle de 2010, 2011, les gens ne connaissaient pas ce mot. Ils ne savaient pas c'est quoi la Moudawana. On a l'impression que des fois, ces lois-là sont faites pour l'international et ne sont pas véritablement installées par des campagnes de sensibilisation, par un travail de fond pour dire ça c'est vos lois, c'est des lois pour les Marocains, c'est pour vous. Et ça c'est problématique, et dans ces régions-là il n'y a pas eu de sensibilisation. Bon, il y a eu Ito, et même quand on le fait dans les régions amazirophones, on les fait en arabe, dans des régions où une majorité de la population ne maîtrise pas l'arabe, où ils sont amazirophones à 100%. Donc il y a une véritable problématique. C'est pour ça que je suis d'accord quand on parle d'absence de volonté politique, parce qu'il faut une volonté politique pour mettre tout cela en chantier. Et là, on ne parle même pas des manuels scolaires qui sont encore à l'ère de le petit garçon joue dans la rue et la petite qui aide la maman dans la cuisine. Et tout cela démontre
du fait qu'il n'y a pas une réelle volonté politique pour que ces droits-là soient réellement implémentés. Alors, on reviendra, on va faire une petite pause, mais on reviendra sur finalement la loi et la société. C'est quoi? C'est l'œuf et la poule? Est-ce qu'il faut changer la loi pour impacter sur la société, ou il faut que la société change pour que les lois sont évoluées? On en discutera juste après la pause et on répondra à un tweet qui est comment faire évoluer les droits des femmes dans un Maroc dirigé par un gouvernement islamiste, moi je dirais conservateur. Je corrige, on revient juste après la pause.